Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de retour d'expérience de la métropole de Montpellier sur 7 ou 8 ans de retour d'expérience. Je suis accompagné de Manu Reynaud. Est-ce que tu peux nous repréciser ta délégation et ce que tu fais à la métropole? Oui, bonjour, je suis adjoint au maire en charge du numérique à la ville et à la métropole de Montpellier. Donc on a la chance d'avoir une force de frappe avec cette mutualisation des deux collectivités qui nous permet d'agir largement sur le territoire, donc je crois qu'on va en parler. Effectivement. Donc une casquette plutôt élue et la casquette agent représentée par Pierre Brice ce matin. Oui, donc Pierre Brice, directeur adjoint du pôle numérique et données, en charge de la stratégie numérique et de la sécurité. Merci à tous les deux. Donc pour ma part, Thibaut Boulet, responsable territoire intelligent de Synox. Synox, finalement, qui est un éditeur de plateforme IoT qui s'est co-construit avec l'approche de la métropole de Montpellier qu'on va voir ce matin, puisque ça a été un partenariat finalement long et fructueux. Donc premier point, on va prendre un petit peu de hauteur sur le sujet. Justement, on va revenir 10 ans en arrière. Sur l'évolution de la vision de la Smart City, la cité intelligente, la métropole connectée, apaisée, respirable, durable. Est-ce que c'est à l'écran, Marie? Ouais, ok, super. Donc on voit sur cette petite fresque qui commence finalement déjà en 2012, qui est pas mal d'étapes et de maturation sur cette vision, cette démarche. Et Pierre, bon, depuis 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille ensemble, je t'ai souvent entendu dire que le point de départ de tout ça, finalement, ça avait été en 2012, le transfert de la compétence sur l'aménagement numérique. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Alors, c'est aussi important parce que on avait déjà commencé à faire, on commençait à déployer notre propre réseau fibre optique sur l'ensemble du territoire, et ça, on voyait que c'est tout l'avantage d'avoir un seul territoire et de pouvoir connecter l'ensemble de nos communes. Et donc, du coup, le transfert de compétences nous a permis, au niveau de l'aménagement numérique du territoire, de rajouter une autre corde, c'est-à-dire le LoRa, en tout cas du réseau basse fréquence, pour aussi couvrir l'ensemble du territoire. Donc, ce qui nous a permis d'entrer, de pouvoir envisager tout un tas de cas d'usage sur un territoire complètement complet. Effectivement, c'est une démarche qu'on a beaucoup vue dans le monde de la fibre, finalement, qui était assez nouvelle sur la partie LoRa. Manu, quand on regarde un petit peu la chronologie, on est sur un des projets avec le plus de bouteilles d'ancienneté en France. On a un volume de capteurs, je crois qu'on a près de 10 000 capteurs, on a une grosse diversité de cas d'usage. On n'a pas pris, on a dépassé les 10 000 capteurs, monsieur. Merci Pierre pour cette précision-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dépasser le cap symbolique des 10 000 objets. Et pourtant, Montpellier est moins connu que d'autres grandes métropoles françaises sur le sujet. Comment est-ce qu'on explique cette sobriété montpelliéraine sur ce sujet-là? Peut-être pour une fois par un déficit de communication qu'on va essayer de combler clairement, parce que cette démarche, moi je dis souvent à Pierre et à l'ensemble des services qui ont piloté toute cette démarche, c'est que le départ, c'est quelque chose qui se fait à bas bruit, notamment au niveau politique, mais c'est une réalité. Enfin, il faut voir sur la slide que vous avez avec la frise, la prise de compétences, elle est extrêmement importante. Le périmètre aussi, c'est le groupe Montpellier, c'est-à-dire à la fois la ville, la métropole, mais l'ensemble des opérateurs, l'opérateur de mobilité, l'opérateur ensuite de la régie de l'eau. On a pu travailler dans ce contexte-là. L'arrivée de solutions, évidemment, on va dire à l'américaine, de Smart City à l'américaine, de solutions, de choses qui étaient plutôt solutionnistes, techno-solutionnistes. Ça, c'est vraiment la première phase du projet, 2013-2015. Voilà, sur lequel on part sur à l'époque des découvertes, des solutions sur étagère, où on nous promettait beaucoup. Et puis, une reprise en main de la collectivité via les services, toujours avec cette démarche à bas bruit, où là, avec une doctrine qui s'est forgée au fur et à mesure, mais à la fois sur une version itérative de la question, on teste. Et puis, une acceptation, une appropriation politique de dire pourquoi on fait tout ça, dans quel sens on le fait, et de mettre ça au service des politiques publiques. Je crois qu'on va le voir avec les cas d'usage, mais moi j'ai tendance à le résumer en disant, écoutez, vous avez une majorité depuis 2020 qui est de gauche et écologiste, et tous ces outils, on va les mettre au service de cette politique. C'est vrai qu'on avait, ça me fait penser, au début, on était quand même dans un modèle où on poussait la technologie et il fallait que l'usage s'adapte à la technologie, et ça a été malheureusement le cas dans de nombreuses fois. Et c'est vrai qu'on a pu à un moment donné reprendre la main de tout ça. On va en reparler, je pense,
plus tard, mais on a pu remettre la technologie au service de l'usage. Et c'est ça qui nous a permis aussi de mieux avancer et de mieux commencer à discuter avec les métiers, en tout cas de se coordonner de la meilleure des façons avec les métiers, c'est de dire on a des technologies aujourd'hui à notre disposition, c'est l'usage qui pilote tout ça, et si la technologie correspond bien à l'usage, on y va, sinon on regarde une autre technologie. Alors justement, on va faire les choses comme il ne faut pas, c'est-à-dire qu'on va commencer par parler justement de l'infra technique, et puis après on va détailler un petit peu tous ces usages. Marie, si tu peux nous projeter effectivement voilà, le schéma d'architecture qu'on a sur Montpellier, alors qu'on essaie de simplifier au maximum, c'est toujours un exercice un petit peu délicat. Il y a deux choses qui sont assez flagrantes quand on voit ce schéma-là. La première, c'est la confiance dans le partenariat avec Synox qui nous honore évidemment, mais la deuxième, sûrement la plus importante, c'est l'aspect très très souverain de cette démarche. C'est votre réseau LoRa, c'est une plateforme qui est hébergée sur vos serveurs. C'est une démarche d'interopérabilité. Il n'y a pas que la plateforme Synox, il y a tous les outils métiers qui sont connectés à cette démarche. Donc, comment ça s'est passé la construction de cette architecture technique, Pierre? Alors, c'était à la suite un peu de notre démarche et de ce qu'on a pu faire dans une Smart City à l'américaine. On avait 2-3 idées fortes qu'on voulait garder et qu'on voulait continuer. C'était être ouvert au maximum possible. Alors, moi, venant de l'open source, il fallait à tout prix que je reste dans ce modèle-là. Être souverain, il fallait quand même qu'on se rende compte et qu'on reprenne la main sur nos données, même si on n'en avait pas encore forcément et qu'on commençait à peine à les capter, mais il fallait qu'on les garde de suite. Et on verra, 10 ans après, en tout cas, on s'aperçoit qu'on a eu raison d'entrer, d'aller sur ce champ-là. Et puis, on avait, on échangeait quelques instants avec Manuel, mais c'est vrai qu'on avait cette optique de dire il faut qu'à un moment donné, qu'on arrive à montrer, à démontrer à nos services et à nos élus quelle politique publique, comment la politique publique peut s'appliquer, comment elle s'applique, quels sont les résultats. Et du coup, on avait dans cette optique-là toute la chaîne à mettre en œuvre, de la captation jusqu'à sa remise à disposition. Donc, on était dans un modèle ouvert au maximum et dans une optique de remonter les données le plus facilement possible. Sur la partie captation, il y a eu un choix fort aussi, parce que vous aurez très bien pu passer par des réseaux LoRa opérés. Ouais. Alors là aussi, pareil, d'entrée, enfin pas d'entrée, mais presque d'entrée, on s'est dit, faisons une étude économique, regardons à partir de quand c'est rentable ou pas d'exploiter son propre réseau. Et à l'époque, on était à 1000 capteurs, 1000 objets sur le territoire. Le gap est très datant, finalement. On était rentable au-delà de 1000 objets, on est à 10 000, donc aujourd'hui, on est dans le fou. Donc un réseau LoRa bien rentabilisé. Donc la partie infra, la partie réseau, la partie données aussi. Oui, je pense que Pierre Brice a donné aussi des mots-clés, ouvert, souveraineté, interopérabilité. Voilà, c'est des mots qui construisent aussi une démarche, qui construisent une plateforme. Alors sur le schéma, on le voit bien, moi je vais voir la partie politique, pas technique, mais ça part du capteur, avec un certain nombre de choix qui sont faits, opérés pour les capteurs, jusqu'à l'open data. Donc il y a toute une démarche qui est réellement intégrée, et c'est ça qui est important. C'est l'apprentissage du partenariat précédent. On parlait de Smart City à l'américaine, on a pris parfois le contre-pied, parfois des exemples dans le même sens, mais cette histoire de souveraineté, de propriété ou d'accès et d'utilisation des données, il faut bien voir que ça, c'est une doctrine qu'on intègre dans les services. Alors c'est aussi une culture de la donnée qu'on essaye de partager au sein de la métropole et au sein des services, au sein des opérateurs, parce que dans tout le cycle de la donnée, depuis la captation jusqu'à son usage, à un moment donné, il faut avoir une doctrine et des règles par rapport à ça. Et c'est très important, notamment dans la relation aux opérateurs, à l'exploitation des données. Vous savez que, par exemple, on va à Montpellier, on a fait la gratuité des transports pour les métropolitains depuis le 21 décembre, première métropole à cette échelle en Europe à l'avoir fait. Ça va être beaucoup de données, et c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Mais pour nous, la doctrine, elle est comme pour les capteurs de points d'apport volontaire pour le verre, comme pour le stationnement, d'avoir l'utilisation et la maîtrise du cycle de vie de la donnée. Et c'est très, très important. Et puis, on le fait avec Synox, pour le coup, sur le choix d'un opérateur local, dans la relation du partenariat qu'on a joué sur toute cette question-là. Ouais, c'est un partenariat qui a été dimensionnant dans les deux sens, d'ailleurs. Et sur ce webinaire, on va essayer d'avoir un format le plus interactif possible. Donc là, on a parlé de la vision finalement globale. Avant de passer aux aspects plutôt méthodo, pratiques et aux détails des cas d'usage, on va
va répondre aux 2 questions qu'on a eues pour le moment. Question plutôt technique, donc Pierre, je crois que tu es très attendu. Concernant la première question de Nicolas, quels sont les objets les plus innovants ou remarquables qui ont pu être déployés? Alors ça, on parlera un petit peu des cas d'usage après, mais est-ce que tu as déjà un cas d'usage un petit peu exotique qui t'a particulièrement marqué? Innovant. On n'a jamais cherché d'objets innovants. Donc, ouais, c'est important, effectivement. On a cherché plutôt un objet qui se rapprochait de nos cas d'usage et malheureusement, c'est pas très. C'était pas, enfin, en tout cas, à l'époque où on a fait certains tests et dans certaines expérimentations, l'objet en lui-même était innovant parce que on démarrait le réseau basse fréquence, on démarrait certaines choses. Évidemment, on s'est vite aperçu que l'entreprise qui nous fournissait le capteur démarrait elle aussi dans la mise en place de ces capteurs dans cette fabrication. Donc, c'était plutôt ça l'innovation, hein. C'était plutôt de dire aller chercher des objets. Et alors, on a eu, mais on a été nous aussi, et grâce aussi avec Sinox d'ailleurs, hein, pas tout seul heureusement, on a été aussi voir des entreprises et puis nous ça fait partie aussi de notre démarche sur le territoire de dire on essaye d'amener nos entreprises aussi sur des nouveaux usages et des nouveaux marchés, donc de dire mettez-vous au réseau basse fréquence parce qu'il y a des cas d'usage qui sont assez précis et comme vous fabriquez aujourd'hui des objets, ben, vous allez pouvoir dans un deuxième temps aller vendre ailleurs vos objets. Et là, on a été aussi à un moment donné aller voir des entreprises pour leur dire vous faites ça aujourd'hui, mais on sent bien que vous avez la techno pour aller vers là où on veut aller, notamment on avait démarché une entreprise de Toulouse, petites entreprises de Toulouse, pour leur amener à nous faire des capteurs de vélo mag, là, des vélos qu'on loue. Et vélo mag, et c'est vrai qu'au départ, ils n'étaient pas là pour ça, et on les avait amenés un peu sur ce secteur-là. Voilà, donc pas d'objet forcément innovant, on n'a pas cherché le clinquant, on cherchait surtout l'utile. C'est vrai qu'il n'y a pas eu cette logique, effectivement, d'innover pour innover, d'aller montrer des cas d'usage très spécifiques, de plutôt coller à des besoins métiers qui étaient finalement assez reproductibles et standards. Les 2 questions suivantes concernent vraiment le schéma d'architecture. Donc, Marie, si tu peux le repasser à l'écran. Et après, on devra enchaîner, mais quelques questions intéressantes qu'on gardera peut-être pour la suite. Donc, les 2 questions portent un petit peu sur l'articulation entre la plateforme soit M2M et les serveurs de la collectivité. La première, quelles sont les technos utilisées, utilisation de Big Data, type Adobe ou autre. Et la deuxième, est-ce que les IoT envoient leurs données directement à la plateforme soit M2M et transitent par les serveurs au niveau protocole exploitation, ou est-ce que c'est simplement la plateforme qui est sur les serveurs de la métropole? Oui, alors on a un réseau LNS aujourd'hui qui est, alors, pour ceux qui... Bon, on va s'adresser technique et puis j'essaierai de traduire pour ceux, mais et vous pourrez me poser d'autres questions. Mais aujourd'hui, notre corps de réseau LNS, il est directement rattaché à notre plateforme M2M qui est elle-même sur nos infrastructures. Donc, on n'a pas d'intermédiaire là-dessus. Donc, ça, tout va bien. Aujourd'hui, on est plutôt... alors, on est un peu à un tournant. On a encore... Toute cette démarche-là, au fur et à mesure, elle s'enrichit et on avance avec. Forcément, ce qu'on imaginait il y a 10 ans, ben, ça a été remis en cause, en tout cas au niveau architecture. On a évolué. Aujourd'hui, moi, ce qu'on essaye de faire, on a par exemple un API manager sur la partie IoT et sur la partie plateforme territoriale de la donnée. Ben moi, mon rôle aujourd'hui au niveau stratégie numérique, c'est de dire je vais mettre cet API manager au service de l'ensemble de SI ville métropole. Donc, on est en train d'intégrer tout ça. On est alors sur la Hadoop, on est aujourd'hui plutôt FluDB, MongoDB pour tout ce qui est base de données. Et on a après d'autres choses un peu pour les connecteurs. Donc, on est en train de... Alors, évidemment, tout open source, vous l'avez compris, mais c'est surtout de vivre un peu et de faire évoluer. Aujourd'hui, on était vraiment sur un SI territorial, sur un SI plutôt métier donné, et là, on est en train de s'accaparer l'ensemble des SI, du SI pour que tout soit interopérable et tout marche le mieux. Et évidemment, comme c'est interopérable, c'est très très facile de mettre tout ça en place. Ok. Merci Pierre. Une question qui vous plaira à tous les deux, je pense. Comment est-ce que vous appréhendez la mesure de l'impact numérique de ce projet-là? Est-ce que vous avez défini des orientations, des objectifs et un suivi de mesure
de cet impact numérique? Est-ce que c'est une démarche qui est en cours? Est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé dès le départ? Donc, ce sujet est quand même relativement récent sur le numérique responsable. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur cet aspect-là? Alors, moi, je vais faire ma partie, mais qu'on coproduit totalement, honnêtement, avec Pierre, ça tombe bien, qu'on coproduit tous les deux. Non, mais en plus, la loi Rennes, pour le coup, a remis à l'actualité les questions de numérique responsable, et c'est toute une philosophie, toute une doctrine qu'on va décliner. Alors, Pierre va nous le préciser pour la démarche de départ, mais effectivement, c'est complètement intégré dans la dimension. Alors après, on avance pas à pas, et là aussi, en découvrant aussi vers quoi on va aller, mais en tout cas, c'est une doctrine et une position politique qu'on a posée clairement. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que, alors, on a aussi, chaque fois on revient sur la même chose, mais enfin, moi je suis d'autant plus serein que les technologies qu'on emploie aujourd'hui, elles ne sont pas non plus très exotiques. En tout cas, on connaît bien leur impact. On fait pour la petite histoire, et on pourra rediscuter et redéployer ça, enfin en tout cas repartager ça avec vous. On fait notre premier ACV sur des objets IoT cette semaine. C'est une des réponses qui a été apportée par Yann dans le chat. Là. Ouais, ben voilà, Yann, mon fidèle collaborateur sur numérique responsable, ben voilà, donc on fait, tu peux préciser, l'analyse du cycle de vie des objets, ce genre de choses. On est en train d'enfoncer un peu le clou et d'aller un peu plus loin, de pousser un peu plus loin. Comme de la manière sécurité aussi, on avait fait un audit de sécu de notre plateforme et de certains objets les plus utilisés. On est en train aussi de mettre, de regarder un peu ce que ça donne du côté numérique responsable. Et une dernière question, et pareil, je pense qu'elle est assez intéressante sur le volet interopérabilité. Est-ce qu'il y a des points d'API pour profiter des données collectées dans des applications externes? Ça rejoint la question de l'open data. Oui, et donc vous pouvez aller sur le portail de l'open data Ville Métropole, et vous avez un portail API aujourd'hui qui vous met à disposition tout un tas de données. Super, donc on a vraiment abordé le volet vision, à la fois politique macro et puis finalement assez technique grâce aux questions de la salle notamment. On va passer un petit peu au tour d'horizon de tous les cas d'usage qui ont été déployés, parce qu'on a dépassé, je crois, la vingtaine de cas d'usage à minima expérimentés. Donc plus d'une vingtaine de cas d'usage. Ces fameux plus de 10 000 capteurs déployés, comme tu me l'as fait remarquer, finalement, ça met Montpellier dans le haut du podium en termes de réalisation concrète sur ces thématiques. Comment ça s'est passé, Manu? C'est toujours la même chose sur la question de la démarche itérative, on va dire, à la fois par tâtonnement parfois, par choix, par expérimentation. Moi, je voudrais juste insister sur un truc qui a été un témoignage pour apporter là, c'est la nécessité vraiment d'intégrer cette doctrine dans les services et le lien avec les métiers. Parce que tu le disais, Pierre, la question de l'utilité, elle est fondamentale, et cette approche, elle est fondamentale, mais il faut aussi que, elle s'initie au terme même des solutions proposées. Et alors, pour dire, on va parler de comité de pilotage sur tout un ensemble de solutions, et parfois, ces histoires, quand on dit de pilotage de la politique publique, parce que c'est ça, au final, que ça revient, c'est le grand mot pour partir de loin, mais la question, c'est aussi les capteurs, les dashboards, et comment ça s'est intégré à une véritable culture dans l'administration de l'usage et de qu'est-ce qu'on en fait ensemble. Et ça, moi, je sais qu'on réinterroge, on a souvent des débats en interne pour voir effectivement cette agrégation, cette plateforme, comment ça va se retrouver en termes de modification de comportement. Alors ça va, et on va le voir à travers des exemples depuis le citoyen, mais surtout dans la politique publique, le contrôle des opérateurs, c'est cette acceptation qui est extrêmement importante. C'est fondamental, c'est vrai que poser un capteur en soi, ça ne change pas grand-chose. Si derrière il n'y a pas l'analyse, il n'y a pas cette modification de comportement, l'impact est extrêmement limité. Marie, si on peut repasser le slide avec la vision sur tout ce qui a été déployé, parce qu'on va essayer de les organiser dans plusieurs blocs thématiques, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été abordées, aussi bien sur le volet environnemental. Je pourrais commencer notamment avec toute la partie îlot de chaleur, qui est beaucoup plus d'actualité aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et du coup, vous avez été déjà visionnaire, même s'il n'y avait pas cette course à l'exotisme ou au cas d'usage particulièrement innovant. Du coup, tout ça s'est pas fait en un jour. Vous n'êtes pas dit, tiens, je vais passer un marché sur 10 000 capteurs, sinon on l'aurait dû passer et il y aurait eu des grands effets d'annonce. Mais comment s'est passée cette méthode de passage à l'échelle, Pierre? Ouais. Alors, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est
on a cherché à répondre au mieux à l'usage et au mieux aux besoins des métiers. Donc déjà, aller voir les métiers, mieux connaître leurs besoins, mais j'enfonce que des portes ouvertes, hein, c'est ce qu'on fait tous les jours, depuis des années, et pour moi, depuis des décennies, malheureusement. Mais heureusement, je ne sais pas comment il va prendre. C'est le métier de DSI. C'est un vieux métier d'informaticien. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, à un moment donné, de toute façon, voilà, la techno, voilà, maintenant, on avait du réseau basse fréquence, on avait de la fibre, on avait du Bluetooth, on avait du Zigbee, on avait du satellite, on avait du GSM, on avait la 3G, 4G, maintenant 5G. On avait, toutes ces technos sont là. Regardons l'usage et comment trouvons la bonne techno qui répond mieux à l'usage qu'on va en faire. Et donc, ça nous permet, nous, alors, on a eu aussi, je dirais, la possibilité, hein, et puis aussi d'expliquer ce droit. Alors, on parlait au départ, on disait le droit à l'échec. Alors, on l'a modéré, on a le droit à l'erreur. On est sur des Non, mais c'est important parce que je me souviens de discussions avec mon ancien grand patron et il me disait, mais tu es sûr de toi? J'ai dit, non, mais t'inquiète pas, enfin, j'en suis pas plus sûr que tu peux l'être aujourd'hui. Et donc, mais par contre, dans 3 mois, on ne verra plus clair. Donc, on testait, et puis si ça convenait, on continuait. Si ça convenait pas, on s'arrêtait. On regardait une autre technologie. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance, et on l'a toujours, hein, de pouvoir tester des choses de manière très raisonnable, heureusement, pour l'argent public, mais on peut se permettre ça, et puis de regarder. Hein. On a eu, évidemment, il y a 10 ans, on avait des capteurs d'une autre génération, mais aujourd'hui encore, ça nous arrive d'avoir des capteurs un peu bizarres, donc il vaut mieux tester avant de déployer. Avec la méthode, c'était effectivement expérimenté sur des petits cas d'usage, sur des territoires où l'enjeu il est particulièrement fort, et surtout de se fixer des jalons de suivi et avant de savoir on continue ou on s'arrête et on passe à l'échelle ou pas. Ça rejoint une des questions qu'on a là sur le chat. Comment est-ce que vous avez géré le temps entre le POC avec un marché d'XP et la mise à l'échelle avec le passage par un appel d'offres potentiellement. Ouais. Alors je sais que vous travaillez beaucoup aussi avec des centrales d'achat comme l'UGAP, le RESA, qui permettent aussi de faciliter les choses là-dessus. Oui, complètement. Alors, sur l'époque, on était sur des petits volumes, et on bénéficiait aussi j'ai eu des entreprises, je ne les citerai pas, parce que je ne peux pas faire trop de publicité, mais moi j'ai eu des entreprises qui me mettaient à disposition des capteurs, parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas trop, ils ne connaissaient pas trop à l'époque. Je parle d'une époque que moins de 20 ans presque ne pas fait à connaître. On commence à sortir, effectivement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des capteurs sur étagère, et ils nous en prêtaient. Ils disaient, regardez si ça correspond bien, même eux, ils n'étaient pas très sûrs de leur techno. Donc, on était là-dessus, et puis après, on a fait des marchés. Après, on a des centrales d'achat aujourd'hui, heureusement, qui peuvent répondre à nos besoins, et puis on fait des marchés quand on doit vraiment passer à l'échelle. Je pense le plus gros passage à l'échelle qu'on a aujourd'hui sur le territoire, c'est la régie des eaux. Et la régie des eaux, elle fait évidemment des marchés pour l'acquisition de tachymétrices pour le compteur. Et donc, on sent qu'il y a une méthode bien rodée, mais pour en arriver là, il y a forcément eu des erreurs, des échecs. Enfin, on dit plutôt des erreurs que des échecs, si j'ai bien compris, du coup. Est-ce que tu as quelques anecdotes croustillantes, des loupés particulièrement marquants que tu voudrais éviter à d'autres collectivités? Enfin, loupé, après, il faut tester. Hein, il faut que chacun se fasse son idée. Après, sur des objets, il y a certains objets, des places de parking connectées qui, au bout de la première voiture, étaient écrasées. Évidemment, ceux-là, vous ne les retrouverez pas en vente, parce que l'entreprise a disparu, elle fait autre chose maintenant. Des objets qui, au lieu de tenir 5 ans, durent une après-midi. Donc ça aussi, donc voilà, on a eu, puis il y a eu d'autres choses assez magnifiques, où on part faire du test, justement, on en parlait tout à l'heure, de capteurs de géologues des vélos qu'on loue, et on revient. Alors pour ceux qui connaissent Montpellier, je les engage à venir, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais voilà, le Mistral se lève et nous on était contre le vent. Moi évidemment je n'étais pas du tout habillé pour faire du vélo, et on testait voir les capteurs de géologues, comment ils répondaient, et il y avait quelqu'un qui était avec moi qui est quelqu'un de Sinox qui se reconnaîtra, et lui il a failli avec le vent finir au fond du Lez, mais bon, c'était... Ça, c'est une vraie démarche terrain. Oui, c'est une vraie démarche terrain. Et justement, le passage de la promesse politique à la réalisation technique sur
sur le terrain. Ça, c'est un sujet sur lequel tu voulais rebondir, toi, Manu. Oui, parce que je trouve qu'il y a toujours des solutions qu'on nous propose qui sont des solutions magiques où tout va bien fonctionner dans un monde qui n'existe pas en vrai, parce que tout ça a l'air. Alors moi, il y a un exemple qui me tient particulièrement à cœur, ce qu'on appelle les points d'apport volontaires. En gros, c'est les colonnes de verre où on apporte le verre. Et c'est vrai que c'est un enjeu pour le territoire en termes de traitement, de recyclage. Et par rapport à ça, on se dit, si on met des capteurs, dans l'absolu, c'est fantastique. D'un côté, on va diminuer le nombre de collectes parce que l'opérateur va mieux l'adapter. De l'autre, on va mieux piloter la DSP parce qu'en termes de politique publique, on va être... Et puis, alors, le truc magique, c'est que tout le monde aura son appli et pourra voir si le point d'apport volontaire est disponible à proximité et surtout s'il est plein ou s'il n'est pas plein. Tout ça, sur le papier, c'est bien vendu, ça donne envie, on se dit, tout ça devrait fonctionner comme ça. Mais après, dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Alors, Pierre pourrait compléter, mais il faut savoir si le capteur, il capte, si les batteries, elles tiennent, si le prix, il est cohérent par rapport à la politique qu'on veut mener. Si les services du côté du pilotage de la DSP, ils s'approprient bien la chose. Et puis finalement, l'application magique qui consiste à dire on va regarder si le point d'apport volontaire il est vide ou il n'est pas vide avant d'arriver. Faut-il encore que l'appli elle comprenne d'autres services, qu'elle présente un vrai intérêt et que finalement tout ça ait un sens. Donc voilà. Et là, on est vraiment dans ces trois niveaux d'appréhension qui sont l'opérateur, la politique publique et le comportement de l'usager, du citoyen, on le prend comme on veut. Et tout ça doit être testé et puis donner une ambition politique parce qu'au départ, c'est quand même d'abord de s'assurer du tri du verre et dans les proportions les plus importantes possibles. Donc ça engage tout le monde et en termes de politique publique. Et puis à la fin, il faut que ça fonctionne et que ça ait du sens. Super. Du coup, tu as commencé à parler d'un cas d'usage hyper concret, les points d'apport volontaires. Vu qu'on n'a pas de questions, je propose d'enchaîner avec un deuxième cas d'usage qui, pour le coup, est passé à l'échelle et qui a été assez déterminant et dimensionnant. C'est la télérelève de l'eau. Cas d'usage LoRa par excellence. Quand on a préparé cette intervention avec le DSI de la Régie des Eaux, Basile Legault, il nous a dit que ça pouvait être un choix contre-intuitif de faire économiser la ressource qu'on vend à ses clients, puisque en tant qu'opérateur, on se prive soi-même d'une part parfois non négligeable de chiffre d'affaires. Donc, si ce n'est pas une logique économique, c'est une logique politique, la télérelève des compteurs d'eau. Alors, c'est une logique complètement politique. D'abord, c'est une nécessité, la question de la préservation de la ressource. On le voit forcément encore plus quand on est dans le sud et sur certains types de territoires, mais il n'empêche que c'est une problématique générale. Et par rapport à ça, donc ça, c'est la première donnée. Et la première donnée, on l'a expérimenté directement avec la Régie publique de l'eau sur un ensemble de compteurs connectés sur les grands comptes dans un premier temps. Et je pense que dès la première année, ça a été opérationnel sur les compteurs grands comptes, puisque ça nous a permis déjà sur la question des fuites d'eau sur ces grands comptes de réaliser des économies extrêmement substantielles en centaines de milliers d'euros sur la première année. Parce que ça permet de détecter plus vite, ça permet à un moment donné d'avoir une réactivité vis-à-vis des services et de contrôler. Et cette question-là, on va l'augmenter à l'ensemble des usagers dans une politique publique de tarification progressive de l'eau. C'est-à-dire que nous avons, depuis l'année dernière, voté le principe des 15 premiers mètres cubes d'eau gratuits et après une tarification progressive jusqu'à 120 mètres cubes. Et au-dessus de 120 mètres cubes, l'eau est beaucoup plus chère. Derrière, effectivement, il faut un pilotage sur la question du compteur connecté. Donc, on a lancé une grande dans notre programmation pluriannuelle d'investissement pour la Régie publique de l'eau sur plusieurs années, le fait de mettre des compteurs. Alors, avec plein de problématiques dont on peut revenir, mais c'est dans le détail qu'on voit les difficultés. Il y a les compteurs collectifs et les compteurs individuels avec les difficultés de mise en œuvre. Donc, on progresse sur ces questions-là. Mais le but du jeu va être à la fois un meilleur pilotage à l'échelle macro pour la question notamment des fuites, des compteurs en association avec tout ce qu'on peut avoir comme dispositif, et puis un pilotage aussi de comportement individuel qui va pouvoir se faire via la connaissance des données. Alors évidemment, la tarification, elle joue énormément, mais il faudra travailler dans une certaine... Il faut arriver à travailler en cohérence, en corrélation avec d'autres usages, parce qu'on l'a vu sur les compteurs aujourd'hui, sur les études et sur les gens qui disposent de compteurs individuels dans d'autres collectivités, les retours sur une interface web où il faut se connecter avec un login et un mot de passe sur une interface spécifique due à la régie publique, à l'eau, à l'opérateur de l'eau, qu'il soit public ou privé, c'est quelques pourcents en fait. Donc c'est pas par la mise à disposition
qu'on joue sur les politiques publiques. C'est évidemment sur le tarif, mais c'est peut-être aussi sur le fait d'agréger un certain nombre de données, eau, électricité, pour donner envie, que ça soit facilité pour arriver à modifier les comportements. Mais la question de l'eau, elle est prégnante vraiment sur ces deux questions. Préserver la ressource, c'est une politique publique, et cette tarification progressive, c'est l'outil de politique publique qui, derrière, doit avoir effectivement une matérialisation. Et si on n'a pas de compteur et si on n'a pas de données, pour le coup, c'est quand même difficile de recevoir une fois par an son relevé d'eau qui peut être actualisé. Et là-dessus, on a des gains formidables à faire des deux côtés. Effectivement, c'est super intéressant parce que du coup, le capteur est un prérequis à la mise en place d'une politique publique. Et il y a un autre point que tu as abordé, c'est le fait que finalement, il faut qu'il y ait un usage derrière tout ça. Et parfois, l'usage, ce n'est pas la mise à disposition de la donnée sous sa forme brute avec des super tableaux de bord. Tu as parlé effectivement du fait que les usagers ne vont pas forcément aller faire l'effort d'aller consulter leur consommation. Moi, ça me rappelle un autre cas d'usage sur la partie performance énergétique, sur la partie bâtimentaire, où on peut faire les plus beaux tableaux de bord du monde. Il n'y a rien de plus efficace que d'aller envoyer tout simplement un SMS à un agent pour qu'il aille fermer la chaudière ou qu'il intervienne sur le sujet plutôt que d'aller travailler des data visualisation ou des rapports extrêmement travaillés. Donc, en fonction du public, il y a toujours une bonne façon de restituer la donnée. Et puis le mode opérateur pour enchaîner la step suivante, c'est la modification du comportement, que ce soit à l'égard de l'opérateur ou à l'égard de l'usager. Effectivement, et je reviens sur le côté télé-relève de l'eau, par définition, présent sur tout le territoire, ça amène à gérer des gros volumes de capteurs et de données. Comment est-ce que, du coup, côté métropole, côté DSI, on s'est adapté à ça, aussi bien au niveau de l'infra que de la partie data? Ouais. Alors, déjà, c'était, outre le fait que la régie de l'eau, ça fait partie du groupe Montpellier, qu'on est très, très proche et que je suis très proche du DSI de la régie des eaux. Aujourd'hui, là où il y a l'eau, il y a l'activité. Donc, c'était très intéressant et pour moi, c'était super important d'être présent là-dessus parce que du coup, ça me permettait, avec le cas d'usage des compteurs connectés d'eau, d'arroser l'ensemble du territoire pour le coup et d'être présent donc pour le futur derrière sur l'ensemble de tout ce qu'on pouvait avoir faire. Donc, il ne fallait pas que je loupe cette occasion. Il fallait aussi que je montre, et ça continue, il fallait que je montre mon savoir-faire à la régie des eaux. Je continue encore à améliorer ma couverture parce qu'il y a encore des manques sur le territoire, donc on travaille à ça. Il faut savoir aujourd'hui que 70% des compteurs, des objets connectés sur la plateforme sont des objets de la régie des eaux, donc c'est mon premier client, c'est mon client le plus important. Donc il y avait tout ça à mettre en œuvre et c'était super important. Côté métier aussi, puisqu'on a quand même un service éducation, un service bâtiment qui s'occupe de nos bâtiments, c'était aussi leur montrer on sait aujourd'hui ramener au plus vite de l'information, notamment dans les groupes scolaires, et éviter que la chasse d'eau nous coule du vendredi soir jusqu'au lundi matin en période d'ouverture ou pendant toute la période de vacances scolaires. Donc, c'était les amener au plus vite l'information pour vite intervenir. Et donc, ça a très, très bien marché d'entrée. Et cette notion de confiance après avec le métier, c'est important parce que du coup, le métier, lui, il exerce et il est détendu, en tout cas, il se concentre plus sur son activité normale et sur la donnée, c'est moi qui lui amène, c'est moi qui, et une fois que la confiance est établie, tout se déroule pour le mieux. Voilà. C'est vrai que le télérelève, c'était intéressant, parce qu'on on a échangé avec la régie des eaux, il y avait une question qui était un petit peu difficile à travailler avec eux, c'était la question du ROI. C'était pas forcément évident d'aller citer un ROI financier totalement tangible. Par contre, en creusant un petit peu, on s'apercevait qu'on avait des fuites d'eau qui avaient été détectées très très tôt et qui avaient permis d'économiser finalement l'équivalent d'une piscine olympique ou plusieurs d'ailleurs. Ouais. Et puis, il y avait cette notion de sécurisation des travailleurs qui avant se retrouvaient à aller relever manuellement des compteurs sur des 2 fois 2 lois à 80 km/h, donc qui n'ont plus forcément besoin de le faire. Et puis, il y avait un sujet que je trouvais assez intéressant, parce que celui-là, on ne l'avait pas vu venir. C'est que le fait, parce que finalement tu disais, on n'est pas opérateur sur la partie eau, on fait que pousser la donnée à la régie des eaux qui, elle, la retransmet à ses clients. Donc il y a eu tout un travail sur l'interopérabilité pour que ces données des compteurs elles soient aussi poussées directement dans les SI de facturation des clients de la régie des eaux. Et cette démarche, ça avait permis à la régie de se rapprocher aussi de ses clients, de mieux les comprendre, de mieux comprendre leurs outils, leur métier. Et ça avait largement fluidifié les relations qu'ils pouvaient avoir avec eux.
Ça, c'est compliqué à mesurer par définition. Et ça nous a permis aussi de rajouter, peut-être, on était, la régie nous a fait intervenir sur deux choses, enfin, nous a fait apprendre sur deux choses. Un, être seulement opérateur, pour le coup, c'est-à-dire que capter la donnée et la transmettre directement à la régie, et deux, d'avancer et de travailler un peu plus sur le RGPD et de se protéger de ces données. On a commencé par des données sur les bâtiments administratifs, donc on était moins embêtés, mais quand on a commencé les premiers compteurs individuels, on a été obligé de durcir tout ce qui était sécurité et protection de la donnée, donc ça nous a amené aussi à faire évoluer notre plateforme, et c'était bien aussi. C'est la bonne question. Effectivement, beaucoup de nous d'ailleurs. Parce qu'on a eu quelques petites évolutions pour suivre cette montée en charge, évidemment. On a pas mal de questions, mais je propose juste qu'on reste dans la continuité de ces cas d'usage-là en parlant du stationnement, et puis après qu'on traite un petit peu les questions qui sont sorties, puisque la régie des eaux, on l'a dit, c'est 70% des 10 000 objets aujourd'hui déployés sur la plateforme, 7 000 par définition. Et vous avez aussi 1300 ou 1400 capteurs de stationnement, en stationnement bien spécifique. Il y a quelques stationnements arrêt minute, mais principalement des stationnements PMR. Quelle était la logique, Manu, derrière la mise en place de cet outil magique pour la gestion du stationnement? Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'outil magique, parce que moi, je crois peu à la magie, en l'occurrence, même si ça peut l'apparaître de loin. Non, il y a une politique réellement publique là-dessus. Effectivement, le changement, la dépénalisation du stationnement payant a changé un peu la donne, avec la possibilité, l'utilisation des plaques d'immatriculation dans les parcs-mètres, les applications et surtout les véhicules LAPI, lecture automatisée de plaques d'immatriculation, qui nous permet un contrôle plus rapide, plus efficace de l'ensemble des contrôles. Mais par rapport à ça, on a mis en place des stationnements, des capteurs sur les stationnements PMR, à la fois dans les zones de stationnement payantes et à la fois dans les stationnements non payants. Alors, il y a plusieurs logiques qu'on peut voir sur la transparence, mais il y a aussi une logique d'acceptation politique vis-à-vis notamment du travail qui a été fait avec les associations, le comité de liaison de tout ce qui concerne les usagers de ces places PMR. Et ça fait partie, c'est un peu, on va voir le contrôle, évidemment, l'aspect, on peut voir sur une appli où est la place libre. Ça fait partie du truc qu'on vous vend en vous disant ça c'est magique, ça c'est vrai. En fait, ça fait aussi partie d'une politique plus globale dans l'acceptation des places PMR, où justement, derrière, il fallait aussi la question de la mise en place du fichier des cartes PMR pour pouvoir contrôler derrière. Et dans cette acceptation, dans cet enjeu qu'il y avait de dialogue avec les associations, ça fait partie des choses qui nous ont permis d'avancer vers cette acceptation et cette acceptabilité sur le territoire de ce type de dispositif. Alors évidemment, avec la possibilité, on a un contrôle sur les PMR qui est aussi, manuel, qui est opéré par des agents, c'est-à-dire qu'on a des agents spécifiquement dédiés pour contrôler le type d'utilisation des PMR sur la partie stationnement payant, puisque pour les PMR, les stationnements sont gratuits, y compris sur le stationnement payant, mais pour le type d'usage, on a des agents qui sont spécifiquement dédiés. Mais voilà, ça rentre dans une politique générale, et c'est intéressant de l'appréhender de cette façon-là. Ça fait partie des éléments qui ont permis ce passage à l'échelle et cette application. Oui, la criticité, quand on met en place une automatisation du contrôle comme ça, c'est d'éviter justement qu'il y ait un report des places payantes vers des places PMR, et du coup, ce soit les PMR qui sont lésés. Donc le stationnement, politiquement, c'est un casse-tête, c'est difficile de faire consensus sur le sujet, mais techniquement aussi, c'est un des cas d'usage les plus difficiles à aborder. Ouais, c'est un des beaux cas d'usage qui nous a pris quelques temps avant de se dire c'est bon, maintenant on déploie et on a trouvé tous les écueils. On a eu des problèmes de couverture, des problèmes de capteurs, des problèmes d'emplacement, des problèmes de voirie. On a tout vu, je pense qu'on a tout connu avec ce cas d'usage. C'était assez intéressant. Et finalement, on s'aperçoit que bon, aujourd'hui ça va, ça a bien marché, mais c'est vrai que ça nous a bien challengé sur plein de points de vue. Je crois qu'il y a une petite fierté sur ce cas d'usage-là particulièrement. Ben, c'est quand même notre premier cas d'usage où on a remis directement l'information pour l'usager. Et c'est vrai que bon, voilà, c'était une belle victoire, ce cas d'usage. Mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Effectivement, pour les non-montpelliérains, la mobilité à Montpellier, tout est regroupé sur une application, l'application de la TAM. Et il y a un volet, c'est pas juste une application pour les places PMR, mais il y a un volet sur cette application parmi
tous les sujets. Alors avant, on pouvait pas garder ces tickets, maintenant il n'y a plus de tickets. Donc, il y a toujours des tickets pour les non-métropolitains. Effectivement, il y a encore cette logique. Mais du coup, sur cette même application, on a toutes les données de mobilité, notamment l'occupation des places PMR. Et ben, ça fait deux beaux cas d'usage passés à l'échelle et encore plein de questions. Donc, ça va être pour vous. On a parlé des deux cas d'usage finalement qui portaient le plus gros volume de capteurs, mais une question, comment est-ce que vous avez priorisé justement la mise en place de ces cas d'usage et le choix de leur passage à l'échelle? Parce que sur la vingtaine de cas d'usage, forcément, il a fallu faire des choix. Ouais. Côté Régie des eaux, on s'est posé la question. Nous, on avait démarré notre réseau IoT et il se posait la question, il y a eu très rapidement l'échange. Il fallait qu'on se positionne, et eux qui se positionnent aussi d'ailleurs. Donc on l'a démarré, voilà, on était prêts aussi, donc on a mis en place quelques têtes émettrices, on a vu comment le signal remontait, comment on savait remettre à disposition. Donc ça s'est fait assez naturellement. Dès qu'on a été prêts, on a pu démarrer. Il n'y avait pas de truc. La seule chose où on n'était pas forcément prêt à l'époque, c'est pour ça que c'était intéressant pour moi aussi d'assister et d'être en partenariat avec la Régie des eaux, c'est de dire je vais maintenant mieux couvrir mon territoire et comme ça après je serai prêt pour tous les autres cas d'usage. Donc ça, c'était une chose. Sur le stationnement et les PMR, c'était plutôt, on était en discussion malheureusement parce que on avait constaté de plus en plus de fraudes, des copies de cartes, et c'est malheureux, c'est comme ça. Et donc du coup, il fallait qu'on change de braquet et que on arrive à quelque chose. Et du coup, dans cet échange où on a dit, on va remettre à zéro les cartes pour que vous puissiez stationner sur des emplacements PMR, on en a profité pour dire en contrepartie, on va vous embêter, mais en contrepartie, nous, on va vous aider et du coup, on va mettre en place certaines choses et on va vous guider jusqu'à des places disponibles. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça en fait. Et après, on a été prêt assez rapidement avec quelques écueils, mais on a été assez rapide pour pouvoir mettre ça en place. Voilà. Et il y a une question qui ne va pas te plaire, du coup, pas de cas d'usage sur la gestion de l'éclairage. Alors que pourtant, c'est effectivement, normalement, c'est le premier poste de dépenses de fonctionnement après la partie salaire, en tout cas sur la partie fluide, c'est le chiffre commun, c'est 40% de la facture énergétique. Pourquoi est-ce que l'éclairage intelligent ne fait pas encore partie des cas d'usage passés à l'échelle sur Montpellier? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Ouais. Alors, Manu va mieux répondre. Non. Voilà, il y a des secteurs, on n'a pas fait le choix comme d'autres collectivités. Alors, on pourrait peut-être le regretter pour le coup. Des fois, on tend à se dire que notre démarche, elle est plutôt... on a appris à marcher avant de courir, et donc, du coup, ça nous a permis de mieux apprendre certaines problématiques. Mais on n'a pas eu le grand Big Bang de dire, maintenant, on stoppe tout et tous les métiers se raccordent. On le fait plutôt de manière pragmatique et au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, l'éclairage public n'est pas encore vraiment dans la plateforme et on ne s'y intéresse pas, ou peu. Même si moi, ça m'intéresse énormément et ça fait des années, et notamment en partenariat aussi avec Sinops, on a été chercher aussi certains équipements et d'autres partenaires. Il y a eu des expérimentations sur certains armoires. Mais aujourd'hui, et puis politiquement, aujourd'hui, on est plus sur... on éteint carrément qu'on réduit, ou en tout cas, on fait du smart éclairage comme on pouvait l'imaginer il y a 10 ans, où on disait, je mets des capteurs de présence, puis quand il y a des gens, j'allume, quand ils sont là, j'arrête, et ainsi de suite. On est plutôt sur de l'extinction pure et simple. Donc c'est vrai qu'on change un peu le cas d'usage. C'est vrai. Le cas d'il y a 10 ans, j'étais tout fier d'annoncer à mes élus, mais ça y est, je vais pouvoir annoncer à tous les habitants où sont les stationnements disponibles. Et mon élu me dit, mais attends, moi je veux surtout pas que les gens aient la facilité de stationner à Montpellier, je veux les amener vers l'extérieur. C'est le cas précis où technologiquement, des fois, on se dit, super, j'ai une super idée. Finalement, c'est pas forcément une bonne idée pour nos élus. Non, mais sur l'énergie, je n'aurais pas laissé penser que la métropole et la ville n'a pas de politique sur la question de l'éclairage public et notamment une idée particulièrement économe. Voilà, non, je ne voudrais surtout pas laisser penser ça. Non, c'est que la démarche peut-être, alors moi je vais le dire avec mes mots, mais Pierre infirmera dans la démarche, c'est que je pense qu'effectivement, ce n'est pas passé au bon moment pour être intégré à cette plateforme de données dans ces
limite-là, mais elle vit sa vie de son côté propre pour des choix opérationnels des métiers à un certain moment donné, et il ne s'agit pas d'y revenir pour l'instant dessus, pour des choix qui ont été faits, mais effectivement, elle a à l'avenir toute sa place dans ce dispositif. Mais une fois de plus, moi, c'est ce que je reviens toujours, c'est à un moment donné, il faut poser une doctrine et il faut poser une culture de la donnée, y compris dans les services. Et oui, on peut l'intégrer parfois, et il faut le faire dans les conditions générales qu'on met dans les marchés publics. Et il faut aussi que ça soit intégré culturellement pour que ça soit rapproché. On le fait là récemment parce que c'est venu dans les mœurs sur la question de la gratuité avec les capteurs qu'on a mis pour pouvoir avoir des compteurs à l'entrée, à la sortie des bus, des passagers des bus et des trams. Bon, mais voilà, c'est quelque chose qui va être rapatrié sur nos serveurs. Tout ça dans cette cycle de la donnée. On a peut-être loupé une étape à un moment donné avec la gestion métier de la question de l'éclairage, mais il faut qu'on se rassure, il y a une grande politique de la métropole, notamment sur le plan lumière, qui fait même une fierté de la métropole, parce qu'à l'échelle européenne, elle est suivie et connue, mais effectivement, on a un rattrapage à faire sur l'interopérabilité avec nos outils en matière de plateforme. C'est important de préciser que ce n'est pas gravé dans le marbre et que vous n'allez pas vous arrêter à ces cas d'usage-là. C'est une démarche qui est toujours en cours, qui continue depuis déjà 8 ans et qui s'étoffe au fur et à mesure aussi de l'appétence des métiers et puis des priorités politiques qui sont mises à l'agenda. On a une question, alors peut-être pas si innocente de la part du département de l'Hérault, qui demande s'il y a un schéma directeur des réseaux et des objets connectés. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, des SDROC, afin de convaincre les élus avec des scénarios de ROI, des scénarios de déploiement. Et est-ce que vous avez mis en place des études radio sur la couverture LoRa à l'échelle de la ville et de la métropole? Oui. Alors, clin d'œil aussi, les gens de Manche Numérique d'ailleurs, puisque le dernier salon des maires, on m'a fait part de la présence dans leur présentation du logo de la métropole, dans leur schéma directeur sur l'IoT. Aujourd'hui, on n'est plus à convaincre, je pense, et tant mieux, heureusement, et on peut en être fier. On n'a plus à convaincre de notre schéma directeur. On a un schéma directeur d'aménagement du territoire, encore une fois, comme je l'ai précisé en entrée du départ. Pour nous, l'aménagement numérique du territoire, c'est de la fibre, c'est de la radio, c'est de la 4G, c'est de la 5G, c'est tout un ensemble de communication électronique. Donc, l'IoT et le réseau basse fréquence fait partie d'une part infime. On en parle énormément ce matin, mais c'est un petit côté de ce qu'on peut faire en aménagement numérique du territoire. Et donc, non, il y a un schéma directeur d'aménagement numérique qu'on respecte. On est plutôt sur, on va chercher les métiers, enfin, on discute avec le métier. Voilà, aujourd'hui, on a fait, deuxième question, oui, on a fait d'entrée une étude de couverture de radio du territoire pour savoir où on devait positionner les antennes. Évidemment, pour moi qui suis informaticien, je ne le savais pas, mais je le sais parce que je me suis un peu perfectionné. La radio, c'est pas une science exacte. Et donc, il y a le théorique et il y a le terrain. Donc, il faut aussi qu'on soit attentif au terrain. Alors, on apprend énormément. Et bon, voilà, il faut être humble. Et il faut apprendre de ses erreurs, en tout cas de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut manquer. Donc, et puis mettre des antennes, remesurer, refaire des études. Donc ça, c'est tout notre travail et qu'on partagera d'ailleurs volontiers avec nos amis du département. Et du coup, dans la même logique, est-ce que vous travaillez sur la résilience du réseau? Alors oui, on travaille sur la résilience forcément. Alors, on n'a pas aujourd'hui, et c'est intéressant, on travaille sur une résilience plutôt côté sécurité. Attention et à chaque usage, sa techno. Si demain, par exemple, j'ai à monitorer, et je le fais déjà, des hauteurs d'eau sur l'ensemble des fleuves et rivières de Montpellier et de la métropole, aujourd'hui, je m'assure aussi d'avoir d'autres technologies disponibles, donc de la 5G, donc de la caméra vidéo, donc de la fibre, parce que je vais avoir besoin de lever de doute en cas de transmission un peu spéciale de certains capteurs, mais aussi si à un moment mon réseau tombe en panne, il faut à tout prix que je puisse, sur des données comme ça, avoir d'autres technologies disponibles. Attention à ça, quand je mesure un taux de remplissage d'une colonne à verre, je me permets, j'ai pas de risque si pendant 4 heures, je n'arrive pas à transmettre de l'information en zone
d'épisode Sévenol, si pendant 4 heures je ne transmets pas de données de l'auteur d'eau, là ça peut être dangereux. Donc attention, voilà, alors, un usage, le réseau LoRa suffit amplement, sur d'autres usages, attention, c'est pas suffisant. Merci Pierre. Il y a 2 questions qui ont été vite répondues, comme on dit. Quel outil de DataVis est-ce que vous utilisez? Donc évidemment, c'est un petit peu l'objet du webinaire, c'est la plateforme SoDataVis de Synops. Donc il y a 2 briques logicielles, principalement en tout cas sur la partie IoT, Nexo M2M IoT, qui vient concentrer les données des objets, mais pas que. Pierre a parlé de la convergence des réseaux, des connecteurs API qui peuvent déjà exister et être utilisés. Et puis cette plateforme SoDataVis qui, en fonction des usages, va être utilisée par les métiers ou pas. Soit on va pousser l'information directement dans les outils métiers déjà en place, soit sur une plateforme que vous avez pu voir du coup à l'écran, qui est transverse et qui s'adapte un petit peu à tous les cas d'usage. Deuxième question qui a été abordée, est-ce que toutes les données sont disponibles en API Open Data? Donc là, le responsable du sujet a répondu au vol sur ce sujet. C'est là qu'on voit l'implication des agents de la métropole sur cette thématique-là. Merci à Jérémy Valentin d'avoir répondu sur la partie place PNR. Effectivement, les données sont restituées en Open Data, mais ce n'est pas forcément le cas sur tous les cas d'usage. Est-ce que vous avez une rationnelle particulière sur le fait de utiliser ou pas les données en Open Data en fonction des cas d'usage? Non, mais je t'en prie, Pierre. Non, mais par exemple, il y a quelque chose qu'on ne va pas mettre, c'est le compteur d'eau particulier. Ça, c'est une évidence, puisque c'est une question de volume global. Mais par contre, là-dessus, il va falloir, sur la question de l'eau, adapter des compteurs. Par exemple, sur ce qu'on met en Open Data, ça peut être les compteurs vélo, ça paraît du stationnement. Il y a un ensemble de choses qu'on va mettre et ce qu'on teste, c'est les points d'apport volontaires. Pierre, je vais pouvoir compléter. Mais effectivement, il y a une question de type de données sur lesquelles on peut faire ou ne pas faire. Mais c'est plutôt le bon sens qui guide la question. Après, la volonté de la collectivité, c'est l'ouverture de par les dispositions légales et de par la volonté politique. Mais après, il y a une question de bon sens aussi. Par défaut, oui, sauf si le cas d'usage ne correspond pas. Et la question des données personnelles, bien évidemment, n'est pas indiquée. Une dernière question avant de parler de la suite. Comment est-ce que vous avez organisé la gestion de projet? Qui pilote finalement? Est-ce que la DSI est partie prenante de ce type de projet? A priori, oui, ta présence et ton temps de parole, Pierre, j'aurais tendance à penser que oui. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Aujourd'hui, alors, on va passer ce cap. Enfin, on est en train, sur certains métiers, de passer ce cap-là, et c'est tant mieux. On est en train de disparaître pour le métier, en fait. Alors, c'est vrai qu'on est très près. On pousse sur. De base, vous êtes plus que partie prenante, donc vous êtes à l'initiative, vous êtes les acteurs du projet. On les amène à réfléchir avec nous sur certains sujets. Mais après, je dirais, on parlait justement de transmission de données, ce genre de choses. Alors, on travaille toujours parce qu'on a de nouveaux cas d'usage et de nouvelles choses, mais il nous arrive ou être opérateur ou transmettre la donnée au métier qui lui-même a déjà un produit métier qui connaît très bien et qui exploite très bien. Donc, on lui met à disposition des données supplémentaires, on les remplace parce qu'on met d'autres systèmes en place. Et après, on s'efface petit à petit. Enfin, pour lui, on devient un opérateur normal, et puis c'est transparent, et il va continuer sa vie, il va continuer à travailler pratiquement sans nous. Et nous, du coup, c'est fini, on va aller s'aimer ailleurs. Donc c'est vrai qu'on est peut-être à l'origine, forcément, il y a 10 ans, on était obligé d'être un peu partout, mais c'est vrai qu'on pousse beaucoup, on a des gens, on a un chef de projet qui est en direct avec les métiers aujourd'hui, qui vient les challenger et discuter avec eux, on a des gens côté infra qui sont là, prêt à mettre l'infra en place pour tout répondre à tout ça, pour plus mieux répondre. Mais le but ultime pour nous, c'est qu'on soit transparent pour le métier. C'est intéressant, effectivement, vous avez un chef de projet, Daniel en l'occurrence, qui fait le tour des services et qui pilote cette démarche. Donc ça rejoint un peu la dernière question qu'on a eue. Comment est-ce que vous avez impliqué les métiers des services sur l'époque, sur les cas d'usage? Est-ce que vous avez choisi des champions? Est-ce qu'il y a eu des sessions de sensibilisation en interne avec des ateliers de créativité? Ou est-ce que finalement, vous avez défini des entrants type quantitatif, c'est-à-dire il y a une volonté politique de réduire le taux de fuite d'eau de X%, et du coup, derrière, ça a déroulé. On a essayé de mélanger les deux, mais on a été surtout vers des métiers qui étaient très, très volontaires déjà et qui avaient envie d'avancer. On avance aussi, on ne peut pas non plus, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas eu un gros Big Bang en disant, mais alors on n'a pas eu un gros Big Bang à une époque, ceci dit, nos élus, Emmanuel Reynaud nous a demandé depuis quelque temps de travailler sur une charte de la donnée et de l'IA. D'ailleurs, peut-être Manu en parlera un peu plus, puisqu'on a une convention citoyenne
alors qui se déroule sur le territoire, mais on va d'ici cet été délibérer sur une charte de la donnée pour évidemment amener l'ensemble des métiers, villes et métropoles à faire converger leurs données, à les mettre en commun, à avoir tout un tas de choses urbanisées au niveau de la donnée, et donc ça va nous permettre de donner un deuxième souffle, je dirais, à notre démarche aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai qu'on a été plutôt sur des services proactifs. Ok, du coup, ça fait une très bonne transition avec cette question de clôture. Du coup, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2024? Quels sont les prochains sujets brûlants qui vont t'occuper, Pierre, sur la partie technique? Allez, je viens de vendre la mèche, là. Donc, on a une charte de la donnée d'IA qui est en train d'être écrite. On est sur la consolidation de réseau avec la régie des eaux. On a encore beaucoup de choses à faire. On se rapproche, plus que rapprocher d'ailleurs de notre bailleur social. Donc on va s'intéresser aussi à toutes les données qui concernent toutes les résidences de notre bailleur sur le territoire. Et on réfléchit aussi, et on a eu une question aussi durant ce webinaire, mais on va regarder aussi nos usagers, comment ils prennent en main la donnée qu'on peut leur donner en temps réel, comment ils se l'approprient, comment ils réagissent vis-à-vis de cette donnée. Je pense qu'on a aujourd'hui, Manu Reynaud tout à l'heure disait qu'on essaye on réduit les fuites d'eau, on économise notre ressource. Il faut qu'on apprenne aussi à nos usagers à faire ces économies-là. Si on lui donne les outils qui ne s'en servent pas, c'est un peu dommage. Donc il va falloir aussi qu'on réponde au mieux à ces attentes pour qu'ils réagissent au mieux sur ces économies. C'est vrai que cette articulation entre mise à disposition du réseau LoRa à l'échelle d'une métropole pour les bailleurs sociaux, c'est quelque chose qu'on commence à voir sur d'autres territoires aussi. Et puis ça apporte évidemment d'autres volumes d'objets, d'autres usages. Je crois que pour ça, vous allez aussi muscler la partie infra LoRa avec l'adoption d'un cœur de réseau dédié. Alors, on est en pleine réflexion sur comment aussi on industrialise. On passe au-dessus de 10 000 objets, on sait qu'on ne va pas s'arrêter là. On verra l'année prochaine à combien on est, mais on devrait être dans les 20 ou 25 000 peut-être objets l'année prochaine. Donc, il faut qu'on donne un peu de robustesse au cœur du réseau. Et puis, il y a des données qui ne sont pas issues d'objets. Qui sont issus d'objets, mais qui ne nécessitent pas forcément d'aller redéployer des capteurs. Je pense au compteur Linky, au compteur Gaspard. Ouais. On a fait une première expérimentation sur un quartier de Montpellier, évidemment avec Enedis, pour avoir de la remontée de données et de l'agrégation dans la plateforme qu'on utilise. Et donc aujourd'hui, le résultat est tout à fait sympathique. Donc on va continuer cet échange avec Enedis et GDF pour voir comment on peut faire remonter les données aussi de ce côté. Ça en fait. Ça fait pas mal de choses. Et côté vision globale, Manu, ce qui est un peu prégnant dans ton intervention, au-delà des aspects techniques, c'est que tu veux aller plus loin sur les usages et surtout sur l'impact de ces usages-là. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements dans cette question de l'IoT, dans cette question de la donnée. On voit très bien, notamment avec la question de l'actualité sur l'IA en général, que nous sommes rentrés dans l'ère de la donnée. L'ère de la donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il faut une culture au sein des services de la métropole, en lien avec l'écosystème sur ces questions-là. Il faut aussi de la pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens, une question d'acceptabilité, parce que ces questions vont devenir prégnantes. De la donnée, c'est de la donnée personnelle, et c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Donc cette ère de la donnée, il va falloir l'appréhender. Nous, on a choisi un certain nombre de prismes au niveau de l'échelle de la métropole. C'est notamment une convention citoyenne sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, appliquée dans plusieurs domaines, pour nous donner des pistes de réflexion qui vont aboutir à une stratégie qui sera votée par la métropole et alimentée de réflexion et qu'on va faire au cours de ce premier semestre et qui a volonté pour irriguer autour de l'écosystème en lien avec tout ce qu'il peut y avoir comme travaux, notamment de l'IA cluster qu'on peut mener avec l'université, avec les entreprises. Donc, et c'est mis sur tout le territoire. Il y a la question aussi de la gouvernance, si on parle de la question de la plateforme de données à l'échelle de piloter des politiques publiques. Il y a la question de l'acceptation vis-à-vis du citoyen. Pierre Brice le citait à l'instant, c'est comment on fait remonter les choses
dans des outils, mais comment ces outils vont permettre de servir à quelque chose. Une fois de plus, la question qu'il faut se réinterroger en permanence, c'est la question de l'utilité. Mais voilà, c'est vrai qu'avoir une vision face à ça, il n'y a pas des visions science-fiction où on va être surveillé de partout. Nous, on a la ville qui a pris une délibération pour interdire la reconnaissance faciale dans ces outils de vidéosurveillance. Mais derrière, la vidéo, elle va servir aussi de capteur. Alors, il va falloir se réinterroger sur quel type de capteur, pourquoi faire, avec quelle technologie. On parlait tout à l'heure de numérique responsable. Effectivement, les réseaux LoRa, je pense qu'ils sont particulièrement opérants en matière de numérique responsable face à d'autres types de technologies. Est-ce que la question la réflexion que tu as apportée tout à l'heure, Pierre, sur la question un réseau, un usage, voilà, c'est des questions qui se posent. Moi, je ne suis pas sûr, et c'est une vraie interrogation qu'on a à travers la Convention citoyenne, que la surveillance vidéo, elle puisse servir à tout au-delà des questions essentielles de liberté publique. Elles vont pouvoir faire du comptage, mais dans quelles limites? Qu'est-ce qu'on met? Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé une campagne dans une autre métropole. Attention, vous êtes compté. Attention, plus que vous êtes filmé, vous êtes compté. Je pense qu'il y a toute une approche pédagogique. En tout cas, il y a toute une approche d'acculturation autour de ces questions qui vont être prégnantes. Nous rentrons dans cette ère de la donnée qui a énormément d'implications sur les données personnelles et sur les libertés publiques à tous les niveaux. Et c'est là-dessus sur lequel nous, on va porter nos efforts pour réfléchir ensemble. Et je vous dis beaucoup plus largement qu'au sein de la collectivité. Évidemment, la collectivité, elle est impliquée pour ce qui la concerne, mais elle est impliquée au niveau de son territoire pour donner du sens à ces choses-là et un vrai discours politique et des vraies options politiques. Et effectivement, au-delà du volume d'objets qui, mécaniquement, vu les cas d'usage choisis, va forcément augmenter naturellement. Je pense que ça va être un des chantiers les plus intéressants à suivre sur la métropole de Montpellier, ce côté acculturation, appropriation de la donnée, et puis jusqu'où on va dans la restitution de l'usage, et qu'est-ce qui permet finalement vraiment de changer des comportements. Donc, l'histoire n'est pas écrite, c'est aussi le grand enseignement de ce webinaire, et je vous invite tous et toutes à suivre de près tout ce qui va se passer à Montpellier dans les mois et les années qui viennent. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure? Ben non, toujours de dire que la question de ces données, elle va être prégnante, et c'est vrai qu'il faut le réappréhender, réinterroger le modèle, et bon, c'est un challenge qui est extrêmement ambitieux, mais qui est à la fois extrêmement nécessaire. Et je pense, moi, tu me proposes de conclure dans la Convention citoyenne qu'on est en train de terminer là, avec 40 citoyens et citoyennes qui ont été tirés au sort, avec des méthodes et tout ça. Il y a une petite défiance vis-à-vis de la technologie qui est en train de s'instaurer. Et cette défiance, il va falloir à la fois la démystifier un certain nombre de technologies. C'est vraiment des fondamentaux, des caps, parce que tout ne se fera pas par la technologie. Mais de notre côté, il va falloir construire le rapport avec le citoyen quand il aura passé que cette ère de la donnée, elle vient de passer, ou elle est en train de passer d'un état préhistorique à un état et une phase d'industrialisation qui nous impacte tous, et qui nous impacte déjà réellement, mais qui va de plus en plus nous appréhender. Donc c'est un chantier absolument fascinant de point de vue, mais qui demande aussi beaucoup, au-delà de l'acceptabilité vis-à-vis des citoyens, d'un dialogue, de pédagogie. Et c'est une vraie responsabilité qu'on doit avoir vis-à-vis de l'usage des données en général. Super. Pierre, est-ce que tu veux... Non, parce que je pense qu'il vient de tout dire, mais c'est vrai qu'il faut qu'on... d'accord. Non, il vient de tout dire. Et c'est vrai que ce rôle aujourd'hui, on est collectivité, on n'a pas de business à faire sur ces données. Le seul business qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de protéger nos usagers. Donc, et de montrer et de lui donner confiance, en tout cas, que voilà, les données que la ville ou la métropole possède, eh bien, elle les protège et elle en fait l'usage à bon escient et dans le cadre de la finalité pour laquelle elle a été captée ou récupérée. Donc là, c'est là où il faut qu'on soit vigilant, parce qu'on a toujours tendance à vouloir vite passer à l'échelle, mais il faut quand même que la sécurité et la protection des données, ça soit notre premier enjeu. On prendrait 5 ans de retard si tout d'un coup on fuitait sur des données de consommation. Ce genre de choses, ça serait très pénalisant pour nous, et on serait pas, c'est dommage, parce que c'est justement ce qu'on ne veut pas faire et c'est ce qu'on veut éviter. Donc il faut qu'on ait ce rôle de confiance et bâtir autour de tout ça. Effectivement, c'est un beau mot de la fin. La sécurité donnée, le numérique responsable, la confiance que peuvent avoir les citoyens dans l'appropriation des données, et puis la collecte des données qui est faite par la métropole. Donc c'est aussi des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur chez Synox, et sur lesquels on va être très content de continuer à vous accompagner sur les mois et les années qui viennent. Merci à la cinquantaine de participants qui est toujours présente sur ce webinaire. Le replay sera en ligne dans quelques jours.
Et on vous dit à très bientôt pour continuer à suivre les aventures et l'exploration de la métropole de Montpellier sur cette thématique absolument passionnante. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. À vous les studios.